Dans cette vidéo, je vais corriger l'application 1 et l'application 2 du chapitre Chimie 2. Et je vais aussi juste rapidement balayer le cours et vous donner des petites informations en plus. Alors, déjà dans ce chapitre, on fait une étude qui est thermodynamique. Alors, vous n'êtes pas encore familier avec ce mot, mais en fait, l'étude thermodynamique, quand on parle d'études thermodynamiques en chimie, la question c'est savoir si la réaction est possible ou pas, thermodynamiquement parlant. On verra dans le chapitre suivant l'étude cinétique des réactions chimiques. Donc des fois, vous allez voir, il y a des réactions qui sont thermodynamiquement possibles, c'est-à-dire qu'en théorie, elles sont réalisables, mais elles sont tellement lentes qu'elles n'ont pas lieu d'un point de vue cinétique, d'un point de vue vitesse de réaction. Donc là, vraiment, on va juste étudier la thermodynamique des réactions. Alors, je reviens rapidement sur le vocabulaire qui est là, qu'en général, on mélange un peu par abus de langage, donc c'est pas grave, mais je voudrais quand même que ce soit bien clair. La transformation chimique, c'est ce qui a lieu quand dans un bécher, vous mettez des produits et qui réagissent ensemble, il y a une transformation chimique qui a lieu. C'est ce qui se passe réellement dans le bécher. Cette transformation chimique, on va la modéliser par une réaction chimique. Donc on va dire, il y a tel produit qui va réagir avec tel produit pour former... il y a tel réactif qui va réagir avec tel réactif pour former tel et tel produit. Voilà. Donc on met des mots sur qui réagit avec qui et qui forme quoi. Et cette réaction chimique, on la symbolise par une équation de réaction. L'équation de réaction, c'est ce que vous connaissez, là, qui a cette forme-là. Et bien souvent, on parle aussi de réaction chimique pour une équation de réaction. Mais rigoureusement, quand c'est écrit sous cette forme-là, ou alors sous cette forme-là, ça, c'est une équation de réaction qui modélise une réaction chimique. Voilà, qui symbolise une réaction chimique. Voilà pour les détails de vocabulaire. Ensuite, donc ici, je vous ai mis une équation de réaction, mais vraiment dans la façon la plus générale possible, avec que des lettres. Ce qui est à gauche de l'équation de réaction, c'est les réactifs. Ce qui est à droite de l'équation de réaction, c'est ce qu'on appelle les produits. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez normalement. Et ce qui est devant chacun des termes, donc A1, A2, AN, AN plus 1, N plus 2, N plus K, etc. Ça, c'est ce que vous avez appelé, ce qui s'appelle les coefficients stoichiométriques. C'est des grandeurs qui sont strictement positives. Jusque-là, vous avez parlé que de coefficients stoichiométriques tout court, c'est-à-dire des nombres qui sont des entiers strictement, des entiers, pas forcément d'ailleurs, des nombres qui sont strictement positifs. Là, on va introduire ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques algébriques. Donc faites attention, ne confondez pas les coefficients stoichiométriques, entre guillemets, tout court, et les coefficients stoichiométriques algébriques. Alors, les coefficients stoichiométriques algébriques, il ne faut pas que ça vous perturbe trop. En fait, c'est un outil mathématique, si on veut, qui va permettre d'unifier les expressions, notamment du quotient de réaction et de la constante d'équilibre, qu'on verra par la suite. Mais donc, dans les exercices, on vous parle de coefficients stoichiométriques algébriques, donc c'est important de comprendre pourquoi. Et c'est simple, il ne faut pas que ça vous prenne la tête. Le coefficient stoichiométrique algébrique d'un réactif, donc de ce qui est à gauche de l'équation de réaction, il est négatif. Et c'est rien d'autre que l'opposé du coefficient stoichiométrique tout court, que vous connaissez depuis plusieurs années. Donc, si jamais votre espèce chimique est un réactif, son coefficient stoichiométrique algébrique, c'est l'opposé du coefficient stoichiométrique que vous lisez dans l'équation de réaction. Si votre espèce chimique, c'est un produit, le coefficient stoichiométrique algébrique, il est positif et c'est rien d'autre que le coefficient stoichiométrique tout court que vous connaissez. Voilà. Donc, application 1, on vous donne l'équation de réaction de la formation de l'ammoniac et on vous demande de donner les coefficients stoichiométriques algébriques de chacune des espèces. Alors, quand il n'y a rien devant, vous savez que c'est l'équivalent de 1. Et voilà. Donc là, alors je vais l'écrire en bleu, mais bien sûr, vous ne l'écrirez pas sur vos équations de réaction. Mais donc là, les 3 coefficients stoichiométriques tout court,
c'est 1 pour le diazote, 3 pour le dihydrogène et 2 pour l'ammoniac. Et les coefficients stoichiométriques algébriques, ça va être donc le coefficient stoichiométrique du diazote. Le diazote, c'est un réactif, donc son coefficient stoichiométrique algébrique, c'est l'opposé de son coefficient stoichiométrique tout court. Donc ça va être moins 1. Pareil, coefficient stoichiométrique algébrique du dihydrogène, ça va être moins 3, puisque c'est un réactif. Et coefficient stoichiométrique algébrique de l'ammoniac, ce sera 2, puisque c'est un produit. Donc voilà pour la première question de l'application 1. Ensuite, on vous dit la poudre à canon est le premier explosif de l'histoire. Elle a été utilisée en Chine au Xe siècle. Très bien. Équilibrer l'équation de réaction associée à l'explosion de la poudre à canon en imposant coefficient stoichiométrique algébrique du soufre égal à moins 1. Le soufre, c'est un réactif, donc c'est normal que son coefficient stoichiométrique algébrique soit négatif. Et donc, si vous écrivez le coefficient stoichiométrique tout court du soufre, ce sera 1. Alors, vous avez le droit de rien mettre à la place du 1. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à équilibrer tout ça. Donc là, vous avez un seul soufre dans les réactifs. Donc, en toute logique, vous aurez une seule de cette espèce chimique-là. Donc, 1 aussi. Vous avez le droit de rien mettre. Là, c'est juste pour les explications que je mets des 1. Ensuite, on va... Par contre, ah oui. Donc là, on vient de voir qu'on a 2 potassium. Donc, on regarde de ce côté-là. Ici, on n'en a qu'un. Donc, a priori, on va mettre un coefficient stoichiométrique de 2 ici. Ce qui fait qu'on aura 2 atomes d'azote. Ici, on a un diazote. Donc, a priori, rien besoin de rajouter. Et je vérifie ensuite. Donc, 2 atomes de potassium, c'est bon. 2 atomes d'azote, c'est bon. Et ensuite, on va avoir 6 oxygènes. Pour avoir 6 oxygènes, de ce côté-là, j'en ai 2. Il faudrait que je mette 3 molécules de dioxyde de carbone. Et donc, si je mets 3 molécules de dioxyde de carbone, j'ai 3 atomes de carbone dans les produits. Donc, il faut que je mette 3 atomes de carbone dans les réactifs. Donc, très rapidement, je vérifie. 3 atomes de carbone ici, 3 atomes de carbone là, on est bon. 2 potassium, on est bon. 6 oxygènes, c'est bon. 2 azotes, 2 atomes d'azote ici, un soufre. Donc, bien évidemment, en général, vous ne mettez pas les 1, donc ça vous donne ça. Voilà pour la première application. Alors, ensuite, avant de passer à la 2, je vais rapidement revenir sur quelques détails. Donc, on va distinguer une transformation totale d'une transformation partielle et les points sur lesquels je voudrais insister, c'est lorsqu'on parle d'un système hors équilibre ou d'un système qui est à l'équilibre. Une transformation, elle est dite totale quand vraiment à l'état final, il y a un ou plusieurs réactifs qui a complètement disparu. C'est ce que vous avez appelé jusque-là le réactif limitant. Dans ce cas-là, votre réaction, elle est hors équilibre. On parle d'une réaction à l'équilibre lorsque, je vous le mets ici là, en remarque, une réaction, elle est à l'équilibre lorsque les quantités de matière de chacune des espèces ne sont pas modifiées au cours du temps, mais pourtant, à tout instant, il y a des réactifs qui se transforment en produits et des produits qui se transforment en réactifs. Donc microscopiquement, il se passe quelque chose, mais macroscopiquement, on ne voit plus rien parce que les quantités de matière de chacune des espèces sont stables. On dit dans ce cas-là qu'on est dans un état qui est stationnaire. Lorsque la transformation elle est totale, il y a un des réactifs, ou plusieurs, qui a complètement disparu. Donc en fait, on ne peut plus transformer des réactifs en produits et des produits en réactifs. Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, on dit que le système il est hors équilibre. Hors équilibre. À l'inverse, quand une transformation elle est partielle, c'est qu'à l'état final, c'est un état d'équilibre et donc que tous les réactifs et tous les produits sont présents. Ils peuvent être présents même dans une quantité qui est infime, qu'on appelle epsilonesque, c'est-à-dire qu'elle est très proche de zéro, mais elle n'est pas nulle.
Voilà, donc par exemple, je vous ai mis 2 exemples ici que je vais un peu détailler. Là, vous avez la transformation de retraitement thermique du calcaire. En fait, à l'état final, il n'y a plus du tout de calcaire. Il n'y a plus du tout de réactif. Donc, la transformation, elle a lieu dans un sens. Et une fois que le réactif est épuisé, il ne se passe plus rien. Dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau. La réaction, au départ, elle va avoir lieu dans ce sens, jusqu'à atteindre un état d'équilibre. Et puis, à l'état final, elle aura lieu dans les 2 sens, en quelque sorte, sauf que macroscopiquement, il ne se passera plus rien. Les quantités de matière de chacune des espèces seront fixes. Et pourtant, il y aura toujours à tout instant, microscopiquement, ces 2 espèces qui réagiront ensemble pour former les 2 produits, et ces 2 produits qui réagiront ensemble pour reformer les 2 réactifs. Voilà, j'insiste sur une petite remarque, dans le cas où le système il est homogène, c'est-à-dire que toutes les espèces chimiques sont dans la même phase. Je parle notamment pour toutes les réactions chimiques qu'on va étudier en solution diluée. En solution, si toutes les espèces sont en solution, donc aqueuse ou liquide pour l'eau, c'est impossible que le système soit hors équilibre. C'est un système qui sera forcément dans un état d'équilibre. Faut que je pense à vous en reparler, à vous faire une démonstration par l'absurde mercredi en cours. Donc dans ce cas-là, on ne va pas parler de réaction totale, même si un des réactifs est en quantité infime, on va parler de réaction quantitative. C'est-à-dire qu'elle est très avancée, mais à l'état final, il y a quand même toujours tous les réactifs qui sont présents, même si l'un d'entre eux est présent en toute petite quantité. Voilà. Alors ensuite, petit 2, avancement. On en a déjà un petit peu parlé quand on a révisé les tableaux d'avancement avec l'exercice 2 du chapitre précédent. Et je vous avais donc dit que l'avancement, lorsqu'il est en quantité de matière, il se note xi. Et lorsqu'il est... où est-ce que je vous ai mis? Si on étudie une réaction chimique en solution et que... Voilà. Et lorsqu'il est en concentration, donc on parle d'avancement volumique, il se note X. Donc je vais être un peu embêtante avec ça parce que je sais qu'au début, vous allez tous en général noter X. Mais voilà, prenez l'habitude tout de suite de regarder. Si votre tableau d'avancement il est en quantité de matière, l'avancement c'est xi. Si votre tableau d'avancement il est en concentration, vous pouvez parler d'avancement volumique dans ce cas-là. Et l'avancement, vous pouvez le noter X. Enfin, vous le noterez X. Alors, donc là j'ai un tableau d'avancement et je vous demande de compléter la deuxième ligne du tableau dans un premier temps. Alors là, vous avez la quantité de matière initiale du diazote, quantité de matière initiale du dihydrogène et quantité de matière initiale de l'ammoniac. Donc là, je considère que initialement, j'ai les 2 réactifs qui sont présents et le produit qui est aussi présent. Je vous rappelle juste qu'une une équation de réaction écrite comme ça signifie que 1 mol de diazote va réagir avec 3 mols de dihydrogène pour former 2 mols d'ammoniac. Donc, à un état intermédiaire T quelconque, on a la quantité de matière initiale de diazote moins l'avancement xi, puisqu'ici, mon coefficient stoichiométrique, c'est 1. Et donc ici, j'ai la quantité de matière initiale de dihydrogène moins 3 fois l'avancement, puisque mon coefficient stoichiométrique, c'est 3. Et là, je vais avoir la quantité de matière initiale d'ammoniac plus 2 fois l'avancement, puisque mon coefficient stoichiométrique, c'est 2. Donc au départ, on a les quantités initiales de chacun des produits, et on voit bien ici que lorsqu'il y a un xi qui réagit, donc un xi de N2 qui réagit, on a 3 xi de dihydrogène qui réagissent. Donc on perd un xi. Donc lorsqu'on perd un xi ici, on perd 3 xi ici. Et ça nous permet de former 2 xi de ce côté-là. Donc si jamais je dois... je vous demande ensuite de trouver une formule générale. Donc je voudrais réussir à généraliser ces 3 formules pour n'importe quelle espèce chimique, soit pour celle-ci, soit pour celle-ci, soit pour celle-ci, peu importe. Alors je voudrais vous faire remarquer que ici, alors je vais rajouter un petit 1 pour que ce soit clair, mais que ici,
en fait, on voit apparaître le coefficient stoichiométrique algébrique de N2, que ici, moins 3, on voit apparaître le coefficient stoichiométrique algébrique de H2, et que ici, plus 2, on voit apparaître le coefficient stoichiométrique algébrique de NH3. Donc si je dois écrire une formule générale, je peux l'écrire comme ceci. Et c'est là où vous allez peut-être commencer à voir l'intérêt des coefficients stoichiométriques algébriques. Formule générale de l'espèce I, c'est en fait la quantité finale de l'espèce I. Là, je me suis placée à un état intermédiaire dans le tableau, mais si je m'étais placée à l'état final, il aurait juste fallu rajouter ici XIF, XIF et XIF. Donc là, je vous le fais pour l'état final. Donc la quantité de matière finale de l'espèce I, ça va être la quantité de matière initiale de l'espèce I plus le coefficient stoichiométrique algébrique de l'espèce I fois Xi. Et c'est ce que vous avez, c'est ce que vous retrouvez ici. Ça, donc si je considère que je mets un petit f ici pour quantité de avancement final, ça c'est la quantité de matière de N2 à l'état final. Et j'ai bien la formule qui dit c'est égal à la quantité de matière initiale de N2 plus le coefficient stoichiométrique algébrique qui vaut moins 1 fois Xi. Et vous pouvez faire le même raisonnement de partout. Donc voilà la formule générale pour la quantité de matière d'un produit ou d'un réactif. Donc cette formule elle est valable pour les produits ou pour les réactifs parce que ici j'ai utilisé le coefficient stoichiométrique algébrique. Je vais insister sur un autre point qui est nouveau pour vous, c'est que l'avancement c'est une grandeur qui est algébrique. C'est-à-dire qu'elle peut être soit positive, soit négative. Jusque-là, en général, vous avez vu que des avancements positifs parce que vous avez vu que des réactions qui vont dans le sens direct. Donc, qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en général, c'est vrai, hein, si on met les réactifs ici, on s'attend à former les produits, donc on s'attend à ce que la réaction aille dans ce sens-là. Sauf que, en réalité, selon les quantités de matière initiale qu'on met, si initialement il y a déjà des produits, la réaction elle peut avoir lieu dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, votre avancement il va être négatif. Donc ici vous allez entre guillemets perdre de l'ammoniac pour former chacune de ces deux espèces-là. Donc voilà, soyez pas perturbés si dans les exercices vous trouvez des avancements qui sont négatifs à partir de maintenant. Ensuite, on distingue bien l'avancement final, qu'on peut aussi appeler avancement à l'équilibre, de l'avancement maximal. L'avancement maximal, c'est si vous supposez, donc des fois l'exercice vous demandera calculer l'avancement maximal. Dans ce cas-là, vous devez supposer que la réaction est totale, même si ce n'est pas le cas. Vous supposez que la réaction est totale, vous calculez l'avancement maximal. Mais si c'est une réaction qui, à l'état final, est à l'équilibre, l'avancement maximal ne sera jamais atteint. On atteindra un avancement final qu'on appelle aussi avancement à l'équilibre. Voilà pour cette première vidéo.